Merci de nous faire l'honneur et surtout le plaisir d'être là aujourd'hui parmi nous pour ce 4e forum Design Innovation Service. Il y a des visages que l'on reconnaît d'événements antérieurs, il y a des visages que l'on reconnaît de salles de cours, et puis il y a, fort heureusement, tout un tas de visages que l'on ne reconnaît pas, qui sont ceux qui viennent peut-être pour la première fois dans le cadre de l'un des événements, l'une des conférences organisées par ISIS. Alors pour cela, pour ceux qui ne seraient pas nos habitués, je me dois de rappeler un certain nombre de petites choses. ESSEC est une grande institution d'enseignement supérieur français parmi d'autres, qui, comme d'autres, essaye d'évoluer naturellement en développant des centres d'expertise, des centres de compétences, dont la vocation va bien au-delà de produire des cours. Je veux dire, l'un des soucis que nous avons, tant dans les comparaisons internationales que dans la gestion des carrières des enseignants-chercheurs, et peut-être dans l'articulation avec les entreprises, l'un des handicaps que nous avons dans le système français, c'est que contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres pays de l'OCDE, que ce soit en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Suisse, où j'étais professeur pendant des années, bien sûr aux États-Unis, et de plus en plus dans des zones comme Singapour ou comme Taïwan et autres, les centres universitaires jouent un rôle dans la société qui est un rôle qui va bien au-delà de celui de donner des cours et de délivrer des diplômes. Le système français a tendance à avoir radicalisé un petit peu les positions de chacun. Dans des temps lointains, la création du CNRS avait joué un rôle très certainement structurant dans cet état d'esprit. L'idée que les écoles sont véritablement nées d'un besoin de développement de formation technique, de techniques d'administration publique, de techniques de toutes sortes, a conforté dans cette idée que nous vivons encore, qui sont que les écoles sont là pour former des gens, point. Quand on vit dans d'autres mondes, on voit que ce rôle de former n'est qu'un des rôles parmi d'autres des ensembles universitaires, et en particulier des ensembles universitaires qui se veulent un petit peu à la pointe dans leur géographie. Le développement de connaissances, la communication autour des connaissances nouvelles, la communication par l'intermédiaire de possibilités de dialogue et d'échange, comme le sont ce que modestement nous faisons. Le travail effectif avec des entreprises pour la résolution en amont de ce que serait une mise en place organisationnelle, un travail effectif pour trouver des solutions, pour trouver des tendances, pour inciter les choses, c'est quelque chose de très courant, qui correspond bien au rôle des établissements dits d'enseignement supérieur et de recherche du monde entier. J'avais encore hier une discussion amusante avec quelqu'un qui avait sous son bras un livre publié par Harvard Business School Press, qui n'est pas une partie d'Harvard University Press, mais qui est une partie d'Harvard Business School. Et Harvard Business School Press est en train de devenir avec le premier éditeur pour tous les ouvrages de gestion aux États-Unis, en ayant mangé des parts importantes de marché aux acteurs classiques que sont McGraw-Hill et autres. Et on ne trouve absolument pas anormal qu'une université et qu'une école développe, comme c'est le cas pour la Business School d'Harvard faisant partie de l'université, tout un ensemble d'activités commerciales, d'édition, qui édite la fameuse Harvard Business Review et quantité d'autres supports qui se constituent, il y a 20 ans maintenant, en maison d'édition, qui, au-delà de fait cette maison d'édition, une maison d'édition de premier plan, etc., etc. Le rôle de l'établissement supérieur d'enseignement et de recherche ne peut être limité, dans les grands pays de l'OCDE, à son rôle de formation d'élèves dans les classes et dans les écoles. Et c'est un des défis que l'on doit relever,
nous, comme nos camarades des écoles de commerce, comme des écoles d'ingénieurs et d'autres, que de faire monter ce rôle, de le rendre bien visible, d'acteur de la réflexion collective, d'acteurs même de l'action collective dans des tas de domaines qui nous sont chers et sur lesquels on peut avoir des choses à dire. Alors il y a quelques années, en 2004 justement, ESSEC a décidé de travailler au développement d'un institut sur l'innovation dans l'économie de service, comme il existe quelques autres instituts à l'ESSEC, dont vous l'avez compris, l'objet n'est pas de se concentrer sur les cours, les étudiants, le travail ordinaire de l'école, mais bien de constituer de manière de plus en plus visible et de plus en plus reconnue un partenaire d'entreprise, un partenaire potentiellement de pouvoir public, français et étranger, pour, en s'appuyant sur des équipes de chercheurs permanentes auxquelles effectivement peuvent s'associer des étudiants, et il y en a ici, je pense à Cédric, est-il là, qui nous a bien aidé pour cette manifestation, qui peuvent apporter une contribution, mais l'essentiel de ces instituts, qui existent sous une forme ou sous une autre dans quantité d'autres entités, le MIT bien connu en est plein, c'est de développer véritablement un travail reconnu, utile, à destination de l'ensemble des parties prenantes de la société concernée par le sujet. Alors cette idée, innovation dans une économie de service, on en parle à peu près tous les mois, à l'occasion de rencontres que l'on appelle les matins de l'innovation. Certains d'entre vous sont des fidèles, je reconnais les visages, des matins d'innovation. Le dernier matin d'innovation avait pour but de travailler la question de l'innovation et de la mobilité. Et bien évidemment, il y avait autant d'industriels et représentants de l'industrie qu'il y avait d'acteurs de l'économie des services de mobilité. Et c'est bien comme cela que l'on voit les choses, puisque pour nous, les services, l'innovation dans une économie de services, c'est une innovation capable de mettre en cohérence les efforts faits, tantôt par des industriels, tantôt par des acteurs des services, en vue de développer des solutions d'usage, partant de l'hypothèse que nous sommes dans des économies dans lesquelles l'usage prime sur la propriété, au sens où l'accès à une fonction devient plus importante que l'acquisition avec le transfert de propriété qui va avec d'un objet. Finalement, beaucoup ont été et continuent de développer une relation étroite avec Apple pour les iPods parce qu'on y a accès, parce que c'est une possibilité d'accès à la plus grande réserve de musique actuellement disponible, Apple étant devenu le premier distributeur de musique dans le monde, donc sur cet axe-là, un très grand de l'économie de service, puisqu'on est bien dans la distribution de musique qui constitue une activité de service. Donc ça, c'est bien cette logique qui prédomine à nos travaux, à savoir la mise en cohérence de ces efforts faits en vue de produire un usage fait par des prestataires de services, par des industriels. Pour nous, l'innovation dans une économie de service est une innovation qui s'intéresse énormément au monde industriel. Au monde industriel qui se place de lui-même ou qui est incité à se placer de manière à contribuer efficacement à produire cette valeur d'usage. Alors les matins donc touchent quantité de sujets. Le dernier, donc innovation et mobilité, avait eu un succès très, très grand. Parallèlement à ces matins, nous réalisons des forums en famille. On a une série de forums touchant au service public, l'innovation dans les services publics au sens le plus large, et l'innovation dans les services publics avec une définition de ce que sont les services publics, c'est-à-dire l'innovation dans toutes les entités fournissant du service public, sachant que le service public est largement produit par des organismes privés, soit travaillant en délégation des pouvoirs publics, Veolia et autres, on pourrait citer Suez et autres, qui sont des acteurs du service public, bien qu'étant des structures de type privé. On pourrait tout à fait dire que l'ESSEC est bien évidemment un acteur du service public, offrant des prestations de formation au public. L'université de Harvard, le MIT, Stanford, les plus grandes universités américaines
sont des universités, évidemment à caractère privé de par leur statut, mais considérées très largement comme offrant du service public et un service au public. Donc l'innovation dans les services publics, ce n'est pas seulement l'innovation dans les organisations contrôlées directement par l'État, c'est l'innovation dans l'ensemble des secteurs d'activité dont la finalité est de fournir du service au public. Et puis, nous avons une série de forums et d'activités à l'étranger, et nous avons une série de forums dont la quatrième session se passe aujourd'hui sur le thème du design, de l'innovation et des services. Alors, je pourrais dire sur le triangle entre design, innovation et services, ou sur l'interface intelligente entre design, innovation et services. On est là à creuser évidemment un champ qui est ce champ à l'interface entre ces trois concepts. On va en parler aujourd'hui, on en a parlé avant. Les services, c'est à la fois une façon de produire de la valeur, c'est aussi un ou plusieurs secteurs d'activité. C'est un mot dont la polysémie est large. Quand je vais vers une compagnie d'assurance, pour moi, je vais vers un acteur qui fait 100% de service. Quand eux me parlent de service, ils me parlent du service au client, considérant que les autres sont des produits. Et puis, alors que dans la classification de CDE et autres, bien évidemment, une compagnie d'assurance, c'est une compagnie de service. Elle ne fait que des activités de service. Elle ne vend pas de produits, elle ne fabrique pas de produits à caractère physique pouvant générer en tant que tel un transfert de propriété d'actes physiques revendables, etc., comme le serait un acteur industriel. Donc on est bien dans l'univers des services. L'innovation, on a eu l'occasion très souvent de développer nos partis pris sur ce qu'était, ce que nous pensions être juste d'appeler innovation. Et nous répétons toujours notre conviction que l'invention n'est pas l'innovation. L'innovation se nourrit d'invention, mais l'invention n'est pas l'innovation. L'invention, au mieux, est un premier pas ou peut-être un potentiel d'innovation. Il n'y a pas pour nous innovation quand il n'y a pas production de valeur économique, et de valeur économique dans la durée. Donc l'innovation est le produit d'un mécanisme qui génère créativité, qui génère innovation, qui peut générer invention, et qui se traduit par un déploiement, ce déploiement ne se faisant qu'au travers de ce que l'on appellerait l'entreprise au sens de l'entreprendre, au sens de la communauté d'intérêts susceptible de se mobiliser pour aller jusqu'au bout d'un projet et qui peut regrouper des clients, des fournisseurs, des gens qui vont financer, etc. L'innovation, c'est le processus complet, et encore, c'est ce processus complet quand il arrive à montrer sa résistance et son succès. Il n'y a pour nous pas d'innovation s'il n'y a pas de succès. Et l'innovation est un résultat et ce n'est pas en tant que tel le point de départ. Le point de départ, c'est certainement l'ambition d'innover, mais ce n'est pas l'innovation en tant que telle. Donc quand nous parlons d'innovation ici, nous parlons de quelque chose dont le rôle économique et social est extrêmement important. Service, la plus grande partie de nos activités économiques, innovation et design. Alors pourquoi design? Pourquoi est-ce que depuis 4 ans, nous nous intéressons très fortement à cette dimension et pourquoi nous essayons de la développer? Pourquoi nous œuvrons pour dialoguer, maintenant de manière assez régulière, avec les gens de l'École nationale supérieure de création industrielle, par exemple, dont j'ai un représentant ici et d'autres éminents acteurs de ce domaine, pour plusieurs raisons. D'abord parce que beaucoup se plaisent à dire, et je crois notamment que si on en revient aux origines, on voit que des gens comme quel est ce professeur je vais le trouver peut-être, comme Mintzberg, voilà, de Montréal bien connu, qui en 2006 n'hésitait pas à dire le design is a 20th century, the 21st century circuitry weapon.
il y a dans le design aujourd'hui très visiblement une ressource qui dépasse très largement l'aspect le plus visible, qui est celle de la représentation physique d'un objet ou de la représentation physique d'un document, la représentation physique de quelque chose qui est plus ou moins bien fait. Et ce sont bien les designers les premiers qui ont mis en évidence l'importance de prendre un petit pas en arrière et de se dire il y a dans la démarche du designer quelque chose qui va beaucoup plus loin que simplement le fait de réaliser un bel objet. Il y a dans cette démarche la possibilité de réaliser d'abord une mise en cohérence de l'activité de toute organisation et probablement de toute l'entreprise. Il y a dans l'activité du designer des façons de penser, notamment qui donnent à ce que l'on appelle aujourd'hui l'intelligence émotionnelle un poids important. Cette intelligence émotionnelle qui a toujours été utilisée depuis que le commerce est commerce ou depuis que l'activité économique est l'activité économique et depuis que l'activité humaine est activité humaine. Enfin, on n'a pas hésité à utiliser naturellement l'émotion dans la religion, dans l'art, dans toutes les activités qui pouvaient structurer un petit peu la vie des hommes. Il était normal que l'économie, à un moment ou à un autre, embrasse également l'émotion pour en faire, sans pour autant réfléchir sur toutes les conséquences possibles, pour en faire un instrument d'influence, comme ça l'avait été dans toutes les autres organisations humaines. J'oubliais la guerre. Enfin, la guerre provoque de l'émotion. La guerre est peut-être même, par définition, quelque chose qui a émergé pour provoquer de l'émotion, la peur étant une des émotions, évidemment. Or, pendant des années, on sait qu'on a travaillé au développement de produits, on sait qu'on a travaillé justement à la formulation de ce que l'on a appelé l'innovation, en donnant dans nos univers, du fait de notre approche cartésienne, une insuffisante place à la dimension émotionnelle. Insuffisante à deux niveaux. D'abord parce qu'effectivement, on a insuffisamment considérer l'impact émotionnel de ce qui allait être mis sur le marché ou l'impact émotionnel de l'organisation que l'on allait mettre en place quand la question est de faire le design d'une organisation ou l'impact émotionnel de telle ou telle politique publique, les designers s'intéressant maintenant aussi à l'utilisation de ce qu'on appelle le design thinking pour la formulation des politiques publiques. On le voit en Grande-Bretagne, on le voit dans un certain nombre de pays nordiques. Également, on s'est insuffisamment intéressé à l'impact en interne émotionnel que tel ou tel mode de développement pouvait avoir. Et on s'est insuffisamment intéressé à l'architecture des efforts à faire à l'intérieur des grandes organisations pour créer une émotion positive autour des projets nouveaux d'innovation. Et on voit que beaucoup d'organisations ont été à certains moments de l'histoire capables de développer des projets assez ambitieux qui pouvaient devenir de véritables innovations et qu'elles n'ont pas su relayer ces projets d'un travail en interne, que je n'appellerais pas de la communication interne parce que ça serait vraiment finalement énormément la résoudre à peu de choses, mais tout un travail pour créer l'émotion positive à l'intérieur de l'organisation pour que ces projets soient conduits, acceptés d'abord, conduits, poussés et qu'ils soient finalement couronnés de succès. Ce n'est pas le moindre des paris dans les organisations un peu importantes que d'arriver à créer les conditions émotionnelles pour que l'innovation passe. On en a des exemples tous les jours. Il nous semblait donc important que ce quatrième forum s'intéresse et s'interroge à ces questions. Et le titre, en tant que tel, finalement, décrit ce dont on va parler aujourd'hui, ou décrit au moins ce que l'on va ouvrir comme débat aujourd'hui. En quoi le design permet naturellement de travailler la scénarisation des services. Donc comment est-ce que les services sont scénarisés? Comment établir donc une relation entre l'approche
de la scénarisation forte dans toute une série d'activités entertainment, de loisirs. Et d'autre part, à partir du moment où on parle de mise en scène, on parle de création d'un paradigme qui va transmettre des choses et dont on espère qu'il va justement transmettre des émotions. D'où la deuxième question qui est sous-jacente, c'est quelle est la place de l'intelligence émotionnelle dans l'innovation? On voit très bien qu'il y a beaucoup de choses autour de cela que l'on pourrait traiter, que l'on devrait traiter, si on voulait passer plus de temps et rentrer dans des débats qui nous sortiraient un petit peu de la vie économique et nous feraient rentrer dans des regards d'autre nature. C'est jusqu'à quel point a-t-on le droit de mobiliser l'émotion, jusqu'à quel point a-t-on le droit de jouer avec les émotions des uns et des autres, jusqu'où ce jeu est-il éthiquement défendable? Le débat est sans fond. On comprend simplement que forcément on rentre là dans un jeu de vraie prise de responsabilité. On ne peut pas jouer avec l'émotion de nos cibles en toute impunité et sans prise de responsabilité. Alors on traitera un peu, mais peu, de cette dimension aujourd'hui. Elle n'est pas simplement liée au design. Elle est évidemment à prendre avec quand même un certain sourire, car nous sommes tous là à vouloir créer une émotion positive qui amène plutôt de la chaleur au cœur et plutôt des signaux qui nous font mieux vivre. Mais on sait quand même que cette dimension-là existe, elle est inhérente à toute espèce de manifestation vers les autres, s'autorisant l'usage de l'émotion au-delà de l'usage du message froid. Enfin, on pourra dire que, au-delà de vouloir, par l'émotion, enclencher le déclic de l'engagement au niveau notamment des clients et de ceux qui participent de l'exercice, le responsable du service, le responsable de la conception d'un service, voudra certainement tenter par l'émotion de rendre compréhensible, finalement de rendre visible un certain nombre de messages, tout en essayant effectivement par ailleurs de rendre invisible toute la complexité qui derrière est à la base ce qui permet de construire ce message. Et il y a, on le voit bien, dans la mobilisation de l'émotion, cette volonté de trouver un raccourci à l'explication cartésienne longue, essayer de faire penser une compréhension émotionnelle d'un message ou de quelque chose qui ne s'appuie pas sur la longue description des raisons qui, pour que, etc., que l'on va appeler effectivement les moyens mis en œuvre pour contrer la complexité.